Mais effectivement, beaucoup de populations dans le monde, effectivement, digèrent mal, supportent mal le pain et les... Donc ça c'est un manque d'enzyme, c'est des populations méditerranéennes. Il manque d'une enzyme, il y a une enzyme qui manque chez certains peuples méditerranéens. Absolument. On ne secrète plus l'enzyme en question à partir d'un certain âge. Enfin, ça dépend lequel. Bon. Non mais c'est pas de moi, ça c'est de pour le bon bien. Mais je vous expliquerai pourquoi je vous donne ça. C'est des mathématiques, c'est de l'informatique de pointe. Et la combinatoire des segments là, c'est fantastique. C'est le musée d'Hermitage de Je crois que, bon, ça va, il n'est pas trop long mon exposé. Je peux vous mettre quelques interruptions. Mais quand même, essayons quand même de rester à peu près dans le droit fil. Donc, surtout sans ça, c'est moi qui vais faire le fil, alors ça m'engage. Donc, on a compris à peu près quel était le débat. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce débat, qui dit comme ça a l'air d'être relativement évident et pour aurait pu arriver n'importe quand, est en fait le résultat de 27 siècles et même un peu plus de réflexion philosophique. Tout commence, même avant Pythagore, au 8e siècle avant notre ère, d'après certains historiens, à savoir que les premiers, ils font remonter l'écriture de la Bible à peu près à ce moment-là. C'est le 6e siècle. 8e, moi j'ai lu. Non. Oui. La version écrite, c'est le 6e. La version il y avait une tradition orale bien avant. La version écrite, c'était aux environs du 4e, 5e siècle. Avant, mais bien entendu, il est déjà dit. Je crois qu'il va falloir. Déjà, je fais un gros effort pour forcer ma voix. Mais il va falloir venir ici. Mais à ton âge, tu n'as pas d'oreille, alors tu viens ici. Voilà. C'est comme moi. Hein. Moi, je me suis mis à côté parce que je suis dans on va essayer de faire mieux. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a déjà cette phrase-là. Alors, je ne l'ai pas en hébreu. De toute façon, je ne connais pas l'hébreu couramment. Quelques mots, c'est tout. Dieu a tout réglé avec mesure et avec nombre. Donc, ça date d'avant Pythagore. Pythagore, lui, 6e et 5e siècle. Il est à cheval entre les deux. Lui, il dit les nombres gouvernent le monde. Quelque part plus tard, d'ailleurs, il dit que tout est nombre. Mais je pense qu'il exagère un peu. Il veut dire par là que tout ce qui est intéressant à étudier dans le monde est nombre. Où est-ce que tu citais Thalès? Tu n'étais pas avant Thalès de Milet? Je crois que Thalès, c'est après. Non mais c'est pas grave ça. Pythagore c'est vers le 6e siècle. Et la version écrite de la Bible c'est Esdras aussi vers le 6e siècle. Oui, exact. Alors, il y a mais c'est pas dans le même endroit géographique, le fait qu'ils ne sont pas posés. Bon, Bon, peu importe. bien. Par contre, Pythagore a voyagé en Égypte. On s'en Alors là, fout ça. Évidemment. Effectivement. Je crois que tout ça, ça vient d'Égypte en fait. Hein. Tout ça, ça vient d'Égypte. Et en fait, avant, ça vient des Africains qui pratiquaient les Africains qui pratiquaient leur au moment où le singe est devenu un arabe. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que l'Afrique. Je vous parlerai des autres continents aussi. Bon, Allez, vas-y. donc, Ça c'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Un peu de choses. précision intéressante. Tout Dieu a tout réglé avec mesure et avec nombre. Donc, Pythagore, lui, il dit les nombres gouvernent le monde. On retrouvera ça également chez Kepler, chez Galilée, c'est tout. Bon. Chez Francis Sanchez. Je pense que Francis Sanchez serait encore plus d'accord avec l'idée que tout est nombre. C'est lui au sens strict. Mais on verra qu'il n'est pas le seul de son avis et que parmi de forts grands penseurs, notamment du 21e siècle, il y en a un que j'ai découvert, je le dis franchement, en préparant cet exposé. Et il est très très intéressant. Pour ceux qui connaissent, Max Tegmark. Ça dit quelque chose? Ah, il connaît lui, oui, effectivement. Ah bah oui, bien sûr. Il y a un rapport avec les multivers en plus. Effectivement. Bon, on y reviendra. Mais il a une idée qui n'est pas bête. On y reviendra, on aura le temps. Comment il s'appelle Max Tegmark? T-E-G-M-A-R-K. Mais on en reparlera à la fin. Pour l'instant, c'est pas Selon Francis Sanchez, lui seul est un vrai pythagoricien. Même Pythagore n'était pas un vrai pythagoricien. Attends, au-delà de Pythagore, après, postérieurement à Pythagore, 2 siècles plus tard, non, 1 siècle, vers 300 et des brouettes, donc 4e siècle, effectivement. Nous avons Platon. Platon expliquera
démontrera, notamment dans la République, mais pas que le monde sensible est le reflet dégradé du monde réellement réel, qui est celui des essences, des idées, parmi lesquelles, bien sûr, les objets mathématiques font partie des objets mathématiques. C'est Platon qui a dit ça. Oui, idée, c'est plus général. Ça prouve qu'il n'était pas con. Oh bon, ça. Non, mais je suis étonné. Non, mais Il écrit dans un autre dialogue qui s'appelle le Timée. Alors, Timée, c'est un astronome de l'époque, comment dire, que le démiurge, c'est-à-dire le créateur du monde, donc il semblerait qu'il s'orientait un peu vers le monothéisme. le crème, c'est lui. Dit que le démiurge a organisé le monde physique en prenant modèle sur, comme déclinaison en quelque sorte, des essences éternelles. C'est Platon dans le cycle Zoé et le cycle. Oui. Alors que l'idée du monde invisible, c'est dans le banquet. Oui. L'idée du monde invisible, Il est invisible. Dans le banquet, c'est l'exposé que j'ai fait là. Il y a aussi la caverne. On pourrait La dire, caverne de Platon. Voilà. si je peux me permettre cette analogie, que dans la conception chrétienne du monde, il y a quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, nous sommes éblouis par notre expérience physique qui nous perturbe, exactement comme si on regardait des étoiles alors qu'il fait jour, on ne peut pas. Mais si le soleil arrêtait de nous perturber et de faire de la pollution visuelle, lorsqu'il arrêtait de le faire, une fois par jour, nous voyons les étoiles, et si nos sens et nos appétits charnels arrêtaient de nous obnubiler, nous comprendrions et nous sentirions que la chose importante, c'est précisément les grandes valeurs morales. Les théologiens chrétiens. Ça, c'est des hérésies. Oui, parce que ça, c'est pas. C'est les hérésies. Moi, ce qu'on m'a appris, et là, carrément, ma source, je n'ai pas fait ça pour préparer cet exposé, mais c'est une source que je tiens carrément d'il y a 60 ans, cette fois-ci, et même plus, puisque c'était le catéchisme. Et c'est comme ça que le curé m'a appris le catéchisme, à savoir, l'enfer n'est pas un lieu, mais un état d'âme. Et une fois qu'on est débarrassé de son corps, on voit que ce qui est important, C'est Saint Paul. Jamais des parties de son corps. Disons que Saint Paul a un petit peu récupéré ses c'est une autre version du corps. C'est une autre version du corps, la résurrection. Ah, C'était un hérétique, ton curé. C'est un corps lumineux. Mais chez les juifs, il n'y a pas de vie après la mort. c'est pas dit ça. Effectivement, on n'est pas obligé d'y croire, en effet. Non, c'est pas ça, mais. Oui, j'ai connu, effectivement. Lui qui n'y pensait pas, chez d'autres les qui y juifs, il croyaient n'y a au pas contraire. de vie après la mort. C'est pas obligé d'y croire, mais à mon avis, il y en a qui y croient. Non, non, chez les Juifs, il y a une sorte d'état de latence, de somnolence jusqu'à la résurrection. Ah oui, oui, bien sûr, exact. Mais il n'y a pas d'enfer, des purgatoires. Il y a un Ça, c'est une jugement création catholique. Lorsque le Messie arrive, Ah ben bien sûr. lorsque le Messie C'est même arrive, dans la prière des morts. Et vous savez qu'il est le D'accord. numéro de ma banque, de mon truc Crédit Lyonnais, 666. j'allais le dire. Bon, alors, on laisse de côté. Donc, parce que là c'était une digression, et là cette fois-ci c'est de ma faute. Platon donne une explication, mais avant même que le problème soit posé, parce que lui ne se pose même pas la question que se posent Wigner et Einstein. Lui, le monde sensible, c'est normal. Il souscrit aux idées d'Héraclite. Le monde sensible n'arrête pas de changer, on ne peut pas en faire. On peut pas. Alors que le monde des idées, lui, il est éternel. Les présocratiques, il faut lire les livres sur les présocratiques. On ne peut pas interrompre tout le temps. Effectivement, il y a des questions très intéressantes. Oui, c'est le débat entre les Éléates et les Éphésiens sur est-ce que tout change ou est-ce que finalement le temps, le mouvement, etc. ne sont que des illusions. Et finalement, depuis 1915, on peut se poser la question. Mais ceci est une autre question. 1915. Oui, la relativité, la deuxième. Non, pas 1905 même. 1905, la relativité, et 1915, c'est la seconde. La relativité Là, le temps et l'image mobile. Ah, j'avais raison, effectivement. Le temps et l'image mobile de l'éternité. Je ne connaissais pas cette citation. On dirait que les frères Lumière se sont inspirés de Platon. On va laisser de côté, ça va à peu près dans ce sens-là. Mais,
il y a quelqu'un d'autre qui va avoir deux siècles plus tard, 672 toujours, bon, cette fois-ci, c'est au IIIe siècle, donc, c'est Aristote, qui lui va avoir un avis diamétralement opposé. Aristote considère que les objets mathématiques, d'une façon générale les grandes sont dans l'esprit du mathématicien, du scientifique, de celui qui veut comprendre. Les éléments de la théorie est entièrement, tout entière, dans l'esprit. Il y a même un passage où il dit que le temps lui-même, notre notion du temps fait partie de notre esprit. Déjà. Alors, j'ai Avant quand l'imprimateur et le 16 dans la main. Bon, d'abord, mes chers auditeurs, on va laisser passer une page de publicité. Oui, C'est bien dit ça, j'aime bien. ben, c'est une citation de Pierre Bellemare. J'ai mes tickets ici avec moi. Il racontait des histoires Donc, ce que je fais, c'est que je vous le donne à chacun. Et quand vous avez 2 minutes, vous préparez l'argent avec votre ticket, ça vous va? Tu ne dis pas des conneries. Ben, je réfléchis. Globalement, c'est ce que tu viens de dire exact. L'information sortie. Non, tout ce que je sais, Un café. mais j'ai commencé à m'intéresser très tôt. J'ai peut-être un moment. Mon diplôme le plus élevé est un certificat de métier de philosophie. Philosophie. Petit détail quand même, qui n'est pas négligeable pour ceux qui connaissent, ceux qui en ont entendu parler. Celui qui m'a délivré le certificat en question, c'est pas lui qui m'a dit mon nom. Celui qui m'a délivré le certificat en question s'appelait Georges Condillac. Georges. Condillac. Ah, Une personne. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard, il m'a fait bon, ben on avait rendez-vous il y a 20 minutes, au revoir monsieur. Bon, je vais gros bredouiller d'où trois excuses comme quoi, enfin bref, ça dépend de moi. Moi, il y a bon allez, tenez, j'avais 10 minutes pour préparer, 20 minutes pour parler, allez. allez, Ouais bon ça va, au bout de 10 minutes il m'interrompt, ça va, je vous connaissez. dis-moi pourquoi le monde est confiant. Bon, On revient, ça y est, la phase de publicité est finie. Non, j'ai pas mon café, si je l'ai. Si, j'ai mon café. Donc, Aristote, lui, il considère que finalement, il préfigure les empiriques, Condillac, Hume, en disant que bon, on commence par voir que 2 pommes plus une pomme, ben, ça fait 3 pommes. Et puis si on retire une pomme, pas nécessairement celle qu'on vient d'ajouter, ça fait 2 pommes. On la remet 3 pommes de nouveau, on retire une autre pomme, une troisième, et puis pareil. On finit à la longue par se dire que par abstraire, le verbe est employé par Aristote, par abstraire l'idée. Ensuite, après avoir abstrait, on généralise. On a d'abord les nombres qui nous sont donnés par la nature. Et ici, je vous ai dit que j'allais parler des autres continents que l'Afrique. De quoi? Je vous ai dit que j'allais parler des autres continents que l'Afrique. oui. Et effectivement, il est intéressant de noter que dans des cultures qu'on a le droit de qualifier de primitives, qui ignorent l'arithmétique, quelques rudiments pour certaines quand même. Les nombres sont assez limités. Il y en a beaucoup. C'est le cas le plus standard, le plus classique, c'est 1, 2, 3, beaucoup. Voilà. Plusieurs, C'est vrai. Et en Australie, il y en a même, c'est 1, 2, beaucoup. Donc ça, c'est les aborigènes. Il y en a d'autres. Alors, en plus de ça, alors, il faut savoir, j'ai appris ça d'ailleurs en préparant. Que des cultures aborigènes et des langues aborigènes, il y en a une foule, hein, mais ça se compte par dizaines de. Il y en a peut-être une centaine dans toute l'Australie. De tribus avec chacune de leur langue. Bien sûr, Dis donc, ils ne vont pas au-delà de mon chat. Parce que mon chat aussi, c'est 1, 2 ou beaucoup. Hein. Alors qu'il y a des ménates, des perroquets qui peuvent compter plus, et sans compter les chiens, les singes et les autres. Mais ils sont forts, ils sont conscients. Hein. Alors, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, absolument, j'allais y venir aussi, ils ont également. Alors je ne sais plus si c'est non, c'est en Australie aussi, il y a une tribu qui compte jusqu'à 10 quand même, qui a 10 nombres. Mais à l'origine, ces premiers nombres ne sont pas là pour faire des calculs. Ils n'ont pas le même statut qu'un nombre arithmétique. L'arithmétique n'est pas inventé. Ce sont des comptines. 1, 2 ou 3. On a tout de suite, c'est un donné immédiat. Donc on abstrait les nombres 1, 2 et 3 et la possibilité, et notamment parmi justement les aborigènes,
Ah merde, si ça se trouve, c'est peut-être en Papouasie que vous utilisez ça. Un peu, Et il y en a, c'est 2 nœuds, c'est ça? c'est un peu, pas mal. 3, beaucoup. Oui, 1, 2, 3, beaucoup. Non mais là, ça aussi c'est l'ordre de la comptine en moins, Ça dépend des en moins précis. Bon, on a ça aussi en Amérique du Sud, également. Bon, pour l'Afrique, je sais pas, justement, probablement. Probablement. Pour l'Europe, par contre, on n'a pas réussi à retrouver des traces. Mais il a dû en avoir. Bien sûr. Dis donc, Mais il n'y a après pas de avoir- micro là, parce qu'il va se faire poursuivre par la DICRA, le CRA. On s'en je sais fout. pas quoi. Ben, quoi, il n'y a pas de mal. C'est bien d'avoir trouvé ça déjà. Mais non, mais Ensuite, oui, mais c'est la C'est raciste là. ensuite, on généralise. c'est la vérité. On généralise comment? Ben, on commence par généraliser en disant ça s'arrête pas là. Exact. Le beaucoup, parmi les beaucoup, il y a un truc, il y en a un qui s'appelle 3 plus 1. Comme il y a un plus 1, 2 plus 1. Et ensuite, pourquoi pas, un peu comme le dit Descartes pour les raisonnements, ça fonctionne comme une chaîne. On a un maillon, on sait qu'il est solide, on sait qu'il est bien accroché. On peut dire qu'il fait partie de l'ensemble des maillons précédents. Et on passe au maillon suivant. Est-il solide? Est-il bien accroché? Oui, il fait partie des maillons précédents. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'à la fin, alors qu'on n'est pas capable, en général, l'être humain étant ce qu'il est, de percevoir, d'embrasser toute la chaîne, si elle est trop longue, d'un bout à l'autre, on sait, en arrivant au dernier maillon, que la chaîne est solide et qu'on peut s'y fier. C'est dans le discours de la méthode, hein, cette image-là. Remarque, Descartes, il savait compter jusqu'à 1. Hein. Rien n'existe sauf moi. Ah, je pensais qu'il était romain. Il avait... Oui, bon, c'est une autre affaire. J'ai compté jusqu'à 10. C'est bien. Mais bon. Donc, après avoir généralisé dans ce sens-là, on va généraliser encore d'une autre manière. À savoir qu'on va se dire que peut-être que lorsqu'on veut mesurer des longueurs, il y a des longueurs qui sont plus petites, alors on va faire des subdivisions. On n'appelle pas encore ça des subdivisions, peut-être que si, c'est concomitant, mais on va inventer les nombres décimaux, et puis également les nombres fractionnels. Il y a des gens qui vont s'apercevoir, là on commence à faire des calculs, qu'il y a des nombres fractionnels qui ne peuvent pas être exprimés sous forme décimale. Bien sûr. 1 sur 3, 1 sur 7, Ouais, mais la plupart d'ailleurs. Bon. Et puis, ensuite, il va y en avoir qui vont se rendre compte, et là ça date même d'avant Platon, que, puisqu'à la fin de théorème de Pythagore notamment, il y a des nombres qui ne peuvent même pas être exprimés sous forme fractionnelle. On va même appeler irrationnel, comme s'il n'était pas rationnel. Et là, ceux qui pensent que tout est déjà écrit et qu'ils ne font que découvrir les objets mathématiques et non pas les inventer comme pense Aristote, doivent donc admettre que quelque part est écrite la suite infinie des décimales du nombre pi. Alors qu'il n'est pas possible de les obtenir autrement que par une forme de récurrence. Ensuite, oui, il existe une formule mathématique assez brève permettant de calculer le nombre pi, je ne sais plus, 6 à 4... avec combien de décimales? Des millions de décimales moins 1 puissance n Actuellement, on sur... connaît 6 milliards de décimales. Oui, d'accord. Mais, Ça, c'est en alors on base va 2, dire, ça. pourquoi est-ce que je m'éloigne? Non, je ne m'éloigne pas du sujet. Parce qu'il va y avoir un moment où quelqu'un va se dire, bon d'accord, logiquement, d'après ce qu'on a compris de l'algèbre, ça c'est au 19e siècle. Il y en a un qui va se dire, mais et si on essayait de voir ce que ça donne avec, si on inventait des nombres qui seraient des racines carrées de nombres négatifs. Oui. Tout le monde dit, bah ça n'existe pas. Du coup, ceux-là, on va les appeler imaginaires. Ce qui est bien la preuve que les autres, on les appelle d'ailleurs réels. De quelle réalité sont-ils réels? Il y a un platonisme sous-jacent dans le fait d'appeler réels les nombres réels, mais du coup, les platoniciens qui appellent réels les nombres réels et imaginaires les nombres imaginaires sont en train de dire que les nombres imaginaires, eux, ils ne font pas partie du panthéon platonicien des nombres réels. Mais pour les pythagoréens, ils négligent que les entiers. Hein. Oui. En plus, c'est une autre affaire. Bah alors, les théorèmes de Pythagore, comment il appelait?
Et ben, ça a donné les nombres pythagoréciens, c'est-à-dire des nombres qui s'expriment. Laisse-le terminer, je pense que ça va venir. Laisse-le terminer, je pense que ça va venir. Donc, les nombres, il se trouve que les nombres, il se Ce qui trouve que a introduit le théorème de Fermat après. Bordel de Dieu, c'est pas J'entends rien. non, ça les... Tourne vers là. Allez, je recule, ça ira mieux. Donc, Pas plus fort. lorsqu'on va inventer les nombres imaginaires, 14e siècle. il va y avoir une levée de bouclier pour dire que c'est vraiment des conneries, on ferait mieux de s'occuper des choses sérieuses. Il y aura même un député qui dira comment nos universitaires perdent leur temps et l'argent des contribuables avec des élucubrations qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Et voilà qu'on va avoir des applications pratiques. Il y a un dénommé Carl Friedrich Gauss qui va démontrer que le calcul sur les nombres imaginaires est une formalisation de la géométrie plane. Et cela permettra de faire des calculs qui auront des applications pratiques En électronique, en électricité, et notamment, d'ailleurs, justement, c'est pas de moi l'idée, il se trouve que le politique qui protestait contre le fait qu'il y en avait qui s'amusaient à inventer des nombres imaginaires, il ferait mieux de s'occuper à des choses sur les applications pratiques. Pensez par exemple au radeau de la Méduse pour essayer de secourir, d'empêcher les naufrages et tout ça. Or, justement, parmi les applications, il y a de l'électricité et l'efficacité des phares. Et des Phares. Ah ben lui, Donc, on en revient à la citation de Jean Rostand. Utilité pratique, marque du vrai. On a une vérité. Ça donnera lieu à une discussion. Je n'ai pas dit que tout le monde serait d'accord avec moi au moment où je parlerai. Bon. Cela dit, il va se passer un certain temps avant que donc je ne dirais pas encore le débat. Le débat, lui, il n'aura lieu, comme je l'ai dit, au XXe siècle. Mais avant que les arguments, les explications, avant même que la question soit posée, soient fournis de part et d'autre. C'est-à-dire des partisans de Platon, de Pythagore et des partisans d'Aristote. Ça va. Disons qu'il va y avoir un assez grand silence. Depuis Aristote jusqu'à Galilée, jusqu'à la fin du XVIe siècle. Pourquoi? Pas tout simplement parce que la physique mathématique n'existe pas avant Galilée. C'est lui qui l'a inventé. Alors vous allez me citer Archimède. Effectivement, il y a quelque chose, il y a une formule quand même dans la poussée d'Archimède. Oui, ça permet même de calculer la proportion d'un glacé qui se trouve au-dessus de côté d'eau. Bon. Mais dans l'ensemble, celui qui le premier décide d'utiliser les mathématiques pour traiter une question qui avait presque, de par la difficulté qu'on pouvait imaginer de l'expérimenter, un aspect un peu métaphysique, à savoir est-ce que les objets qui tombent de plus en plus vite, ça tout le monde le voit. Est-ce que c'est parce que plus ils tombent de haut et plus ils font un long parcours, plus ils tombent vite, plus ils arrivent vite, ou est-ce que c'est plus ils tombent longtemps et plus là? Bon, et Galilée démontrera, avec ses plans inclinés, que c'est plus il tombe longtemps, ce n'est pas la distance, c'est proportionnel, et là cette notion va être importante, parce qu'il faut intervenir effectivement volontairement les mathématiques. Ils ne se contentent plus de recevoir les phénomènes tels qu'ils sont, à savoir que l'œuf que je laisse tomber de 10 cm se fendille et de 2 mètres s'écrase, de 10 mètres explose. Faites pas l'expérience. Donc, eh bien, Galilée va poser une question. C'est-à-dire qu'il va, là c'est Kant qui dit ça dans la critique de la raison pure, c'est dans la préface, que Galilée va introduire la volonté d'user des mathématiques préalablement à la réponse de la nature. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser guider comme avec une laisse, c'est l'expression employée par Kant, par la nature,
mais qu'on va la forcer à répondre à une question. Tu sais pourquoi c'est Galilée? On va la calculer. Tu sais pourquoi c'est Galilée? Non. Parce que son père était musicien et donc pythagoricien. C'est lui qui a inventé la gamme tempérée. C'est le père de Galilée. Qui dit musicien, dit L'expression pythagoricien. gamme tempérée vient de... Le père de Galilée était musicien, donc pythagoricien. Tu sais bien que c'est Pythagore qui a introduit la première gamme musicale avec l'usage des nombres. En Occident. Parce que les gammes pentatoniques, Moi je parle les gammes d'Occident. pentatoniques, Je parle d'Occident, voilà. Je suis en train de parler de Galilée, son père était musicien, donc pythagoricien, donc mathématicien. C'est le père de Galilée qui a introduit la gamme tempérée où les notes sont séparées logarithmiquement, il n'a pas dit ça comme ça, par la même distance. C'est le père de Galilée qui a introduit la gamme tempérée qui a été popularisée par Bach. Bon, Et son prénom c'est quoi? Parce que Galilée, c'est Galileo, 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 Galilée, on sur le père c'est quoi? Attends, le Galilée c'était Galileo Galilei et le père, je ne sais plus comment, mais je vais le trouver. Ben, je t'enverrai mon article de Chants et musique, c'est là-dedans. Si tu me donnes ton adresse mail. Tu mets ton adresse mail là-dessus, je t'enverrai mon article Chants et musique. oui, ce que dit Kant, c'est que lorsque... Galilée fit descendre ses boules sur son plan incliné, les physiciens comprirent qu'il fallait que la nature réponde à la question qui lui était posée et que la raison formule elle-même sa propre question et son propre projet. On a ça également expliqué plus en détail, mais là par contre la citation est trop longue, donc je me la suis imprimée. L'expérience confirme ou infirme, c'est de Gaston Bachelard. Il faut que je vous explique que André, pour ceux qui connaissent André, et moi, nous sommes le président et vice-président du fan club de Gaston Bachelard. Elle confirme ou infirme une thèse antérieure, un schéma préalable, un plan d'observation. Elle montre en démontrant, elle hiérarchise les apparences, elle transcende l'immédiat, elle reconstruit le réel après avoir reconstruit ces schémas, naturellement, dès qu'on passe de l'observation à l'expérimentation, le caractère polémique de la connaissance devient plus net encore. J'ai 40 centimes. Alors, il faut que le phénomène soit trié, filtré, épuré, coulé dans le moule des instruments, produit sur le plan des instruments. Or, les instruments ne sont que des théories matérialisées. Il en sort des phénomènes qui portent de toutes parts la marque théorique. C'est dans le Nouvel Esprit Scientifique. Ce paragraphe mériterait qu'on y réfléchisse très longtemps. Parce que ce qu'il nous dit en fait en substance. Elle ne pouvait pas expérimenter. Oui. Elle ne pouvait pas expérimenter. Alors, le mouvement de la géométrie est arrivé. Vous voulez être réglé là? Je peux vous là mon essence, Disons qu'il y a deux de la théorie qui permettent de l'étayer. C'est prédictif. Et il y a une vertu, je crois que c'est rétroductif ou quelque chose comme ça. Il y a des monologues qui emploient ce mot-là. Pour parler des phénomènes et donner une explication, enfin, aux phénomènes auxquels personne ne répond. Par exemple, l'avance du périhélie de Mercure avec la théorie de la relativité générale. Il y en a qui vont rester manqués. Je vous prie de m'excuser. Mais d'abord, mes chers auditeurs, laissons passer une troisième page de publicité. Je vous le S'il y a un bon mathématicien parmi vous, j'espère, parce que moi j'ai passé un bac philo. Voilà. Christian Marchal était major de Polytechnique, alors attention, là, ça va pas. Alors, comment les anciens qui ne disposaient pas des chiffres arabes, des chiffres arabes, et avec les chiffres qu'on appelle les chiffres arabes, je suis capable de calculer même une racine carrée. Et pour calculer le carré d'hypoténuse, etc., avec les chiffres qu'il n'avait pas, pourquoi il faisait de la géométrie? Voilà, comme ça. Oh, il a mieux. Mais il faisait de la géométrie. Oui, mais pour prouver que le carré de... C'était par des constructions géométriques. C'est donné par l'une des démonstrations. Il y a plusieurs démonstrations possibles du carré d'hypoténuse. En général, on utilise les théorèmes. Les Grecs faisaient par la géométrie. Oui, non mais on faisait un carré. C'était par construction géométrique. Mais oui, je m'arrête et c'est l'hypoténuse. Non, mais les Égyptiens connaissaient la série harmonique.
Donc ils connaissaient les nombres. Je veux dire les nombres, pas les chiffres romains, les nombres. Ah, ok, d'accord. Dans le RER, ça y est, il a tout compris. C'est bon. Je le sais parce que j'ai compris moi aussi. Mais heureusement, parce que si on avait voulu calculer le racine carré avec les nombres qui n'existaient pas, nous, dans les chiffres arabes, c'est facile de calculer le racine carré. Hein? S'il vous plaît, on écoute Alain. Ah, moi j'avais l'impression que si, mais on va pouvoir éventuellement. Ce que j'essaie d'expliquer, effectivement, ah oui, c'est vrai. J'ai commencé par citer effectivement la phrase d'Einstein et la celle de Wigner. Et je vais parler avant. Et ensuite, j'explique que les conditions de possibilité de poser le problème remontent à l'Antiquité grecque et même avant, puisqu'il y a l'Ancien Testament. Et avant même que le problème ait été consciemment posé, il ne fut qu'au XXe siècle. Il a fourni les penseurs, les mathématiciens, les philosophes, ont fourni des éléments de réponse et des formes et des arguments aux uns et aux autres. J'en arrivais donc à Galilée. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore posé au moment de Galilée ni au moment de Descartes? Pour une raison très simple qui est expliquée par Descartes. Quand Galilée dit la nature, le livre de la nature est écrit en langage mathématique, il ne demande même pas, il pose même pas la question de savoir qui est-ce qui écrit. Pour lui c'est évident, c'est Dieu. Et ce que dit Descartes, c'est que Dieu a mis les mathématiques dans l'esprit des hommes afin qu'ils puissent comprendre la nature. Et en plus, sans rendre maître et possesseur par la vie. Bon, jusque-là, il n'y avait pas de souci. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, fin du XVIIe siècle, excusez-moi, d'autres formulations, d'autres penseurs cherchent à essayer à comprendre d'où viennent les idées mathématiques. Là, nous avons les empiristes qui reprennent les idées d'Aristote et qui dit que nous possédons la généralisation. Et ensuite, ces généralisations donnent lieu à des objets mathématiques qui se sont émancipés de leur modèle sensible, de telle sorte qu'il n'existe effectivement aucune droite, aucun triangle dans la nature, aucun cercle réel, même s'il y en a qui ont l'air d'être vraiment bien beaux. Bon, voilà. Et ces objets mathématiques, on les fait éventuellement réagir logiquement les uns sur les autres, ce qui donne des constructions. Mais finalement, toutes les idées partent de l'expérience sensible par expérience et généralisation. Ce que dit Hume, c'est je sors, au moment où je sors, il pleut, vais-je en déduire qu'à chaque fois que je sors, il pleut, que le fait que je sors est la cause du fait qu'il pleut. Non. Ah, il y a le principe de Peter qui dit que oui. Oui, effectivement, il était anglais. Mais dans ce cas-là, je sors au sens strict mathématique implique qu'il pleuve, mais que je ne sorte pas non plus. D'accord. Bon. Mais ce que dit Hume, ensuite, c'est comme ça, une seule expérience, non, on ne peut pas. Même quelques expériences. Mais s'il y a un très très grand nombre d'expériences et qu'à chaque fois que je vais sortir, il se met à pleuvoir, là je finirai, légitimement ou pas, mais je finirai par penser qu'il y a une relation de cause à effet. Il y en a un autre, là cette fois-ci je crois que c'est combien qui parle de l'exemple de la boule de billard qui vient en frapper une autre et qui lui communique son mouvement. Mais la théorie selon laquelle il lui communique son mouvement n'est pas dans la boule. La boule de billard. Bon. Cela, ça peut penser à mon chat. Chaque fois François s'imagine que c'est pour lui acheter des croquettes. C'est pas un rapport, c'est peut-être vrai. Donc, mais attention parce que tout à l'heure on a déjà cité le cas de Bachelard, de Kant, et effectivement ce que dit Kant, il consacre l'essentiel de la critique de la raison pure, c'est que nous avons
notre cerveau n'est, contrairement à ce que disent les empiristes, pas une plage vierge. Il y a il appelle ça des mules de l'esprit, dans lesquelles la nature vient se mouler. Notre penseur, c'est pas lui, dira, nous ne comprendrons jamais que l'humanité des choses. Et pour un autre, celui-là, je pourrais avoir trouvé la citation, dit que la vérité objective est ce qui est commun à plusieurs hommes, à plusieurs penseurs, et peut-être à tous. En fait, c'est l'intersubjectivité. Ce serait effectivement l'intersubjectivité. Il ne va pas plus loin. Bien entendu, on peut aussi penser que si tous les hommes pensent avec ces moules de l'esprit, c'est parce que nous sommes des animaux. Nous interagissons avec le reste de la nature comme n'importe quel autre animaux. Et nos formes a priori de la perception, il appelle ça comme ça, ne sont que les conditions de possibilité de la conscience que nous avons de la manière dont nous interagissons avec la nature. C'est le principe de la reconnaissance par les pairs. Un article scientifique, il faut être reconnu par les pairs pour être accepté. C'est comme ça que je trouve la vérité. C'est une vérité collective. Non, mais là, c'est autre chose, c'est avec la nature. Mais je dis que c'est pas seulement avec la nature, c'est entre les pairs, disons, les personnes Si tu mets la question des faits se pose différemment, sinon c'est de la physique ou de la mathématique. Je ne prends pas ton... Alors ici, oui, il va refroidir peut-être. C'est pour avoir mais par rapport à ces penseurs, effectivement, disent la mathématique s'applique à la nature, c'est normal, la pensée humaine est ainsi faite, mais ce qui peut l'équivalent de pensée, l'embryon de pensée chez les animaux, qui leur permet parfois d'avoir un embryon de comptage, au moins sous forme de distinction de 1, 2, 3. Les corbeaux comptent jusqu'à 8. Les corbeaux ils seraient plus intelligents que les chats? Ah, c'est pas possible ça. Et que les bébés de... Mais pourtant, le corbeau s'est fait avoir par le renard. Hein. Bon, remarquez, je vais vous dire, je n'ai moi-même plus conscience, enfin jusqu'à là, j'avais pas... Je pense que c'est assez juste. J'ai moi-même pris conscience du fait que la suite des nombres était infinie, que probablement vers l'âge de 6 ans. Je ne m'étais pas posé la question avant. Bien sûr, bien sûr. Ah bah il n'y en a pas. Ça va continuer indéfiniment, mais simplement on n'a pas de nom pour les désigner. On pose un majorant et on dit que s'il existe un majorant, on peut créer qu'on nomme N, on faut créer. Oui, bien sûr. Bon. Mais, donc, les rationalistes disent que finalement, l'esprit n'est pas une plage vierge, il y a bien quelque chose d'actif dans la raison, c'est cela qui amène, c'est ce que dit Descartes à propos de Galilée, l'expérimentateur à prendre l'initiative de poser une question à laquelle la nature est bien forcée de répondre. Et quelle que soit la complexité ou l'abstraction du langage des mathématiciens, il y a quand même deux mots qui sont proches de là, qui peuvent être naturels, c'est oui ou non. C'est-à-dire ça marche ou ça ne marche pas. Ben, il y a peut-être. Effectivement. Tu sais qu'il y a la logique. Oui, il y a la même des professeurs en logique. Déjà qu'il y en a un qui dit qu'on s'éloigne du sujet qu'on n'a pas encore abordé, alors maintenant, restons-en là. Donc, mais il va y avoir maintenant d'autres penseurs, et en particulier Bergson, mais aussi Husserl. Mais surtout Bergson, ils vont dire à peu près la même chose tous les deux là-dessus, à savoir que peut-être, alors, ils ont dit ça bien avant que Einstein et Wigner ne disent ce qu'ils ont dit. Mais eux, à l'avance, ils réfutent d'une certaine manière Einstein et Wigner, Bergson et Husserl, en disant mais peut-être qu'on croit qu'on comprend le monde de la nature, qu'on comprend le monde physique grâce aux mathématiques, mais c'est peut-être pas vrai.
peut-être que le monde physique, c'est comme un océan, et puis nous, on vient d'analyser plutôt celle qui correspond aux mathématiques. Alors ça, on le comprend. Et ce que dit Bergson, par exemple, le temps est une expérience, une expérience qualitative. La conscience que nous avons de ce qu'il appelle la durée n'est pas la même chose que ce qui a été abusivement réduit par Galilée, qui a transformé le temps en variable t. Je sais qu'il y a une controverse entre Bergson et Einstein. Là, ça et chacun des deux ils se sont quittés en pensant chacun que l'autre n'avait rien compris. Mais à mon avis, c'est la raison de ceci qui n'a pas fait. Bon. C'est beaucoup intéressant par le temps et tout ça. Non, mais ils avaient tous les deux raison, mais ils ne se plaçaient pas sur le même plan. On y reviendra. Ici, je vais. Bon, oui, pour Husserl, il disait à peu près la même chose. Il disait que, justement, il citait le cas de Galilée. Il disait que Galilée a rendu service, en quelque sorte, a fait quelque chose. Il a dévoilé une réalité, une vérité, grâce à sa mathématisation de la chute des corps. Mais en même temps, il a éloigné l'esprit humain d'une réalité plus fondamentale qui est l'expérience qualitative, la réelle nature qualitative de notre expérience du mouvement. Autrement dit, le mouvement, il y a quelque chose de qualitatif dans le mouvement. Je vais vous donner un autre illustration à cela qui est intéressante. C'est Alain. Pas moi, l'autre, celui qui, bon, le nom de sa cellule était propos sur le bonheur. Philosophe. Propos sur le bonheur. Comment il s'agit? Celui sur le bonheur. Oui, celui-là. Oui, celui-là. Qui était professeur au lycée Henri IV. Et il demande à ses élèves, s'il existe des images, s'il pense qu'il existe des images mentales visuelles. Mentales visuelles. Est-ce qu'on peut se... Alors il faut savoir des choses. Si vous avez si certains d'entre vous ont déjà joué aux échecs à l'aveugle, on ne se représente pas, on va dire, le jeu d'échecs que regarde comme ça un ensemble de relations. L'échiquier est perçu comme un ensemble de relations. L'analyse prime sur la vision. C'est ce qu'on découvre en jouant aux échecs à l'aveugle. On n'a pas parce qu'on a une illusion. Oh, évidemment, bien, voyons aussi. Mais, oui, je l'ai fait, mais j'ai pas dit. Mais bon, moi, j'ai joué à Galti qui joue à l'aveugle entre 3 personnes, ils m'ont battu à plat pour faire à tous les 3. Alekhine, un champion, était capable de faire ça contre un échiquier. Les champions, en plus, c'est les batailles. C'est une autre affaire. Bon, il y a d'autres anecdotes comme ça. Mais, ce que disait Alain, Émile Chartier, bon, il s'appelle. Ce que disait Alain, c'est qu'il n'existe pas d'image visuelle mentale. C'est une illusion. Bah, ces étudiants qui répondent tout à l'heure, tous en cœur, ah non, je moi j'ai une image de ma grand-mère, je la vois bien avec ses beaux yeux bleus, ses cheveux blancs et son doux visage. Il n'y a pas de doute, j'ai bien une image mentale, etc. Bon, d'accord, on va voir ça. Puisque nous sommes au lycée Henri IV, oui, non, oui, et puis Émile Chartier lui répond, d'accord, nous sommes au lycée Henri IV, on n'est pas très loin de la rue Soufflot, presque tous les jours, vous passez devant le Panthéon. Oui. Donc, vous avez une image mentale du Panthéon. Oui. Ok, représentez-vous le Panthéon. Vous l'avez, votre image mentale dans la tête, elle est bien fixe? Ouais. Vous êtes prêts? Ok, comptez les colonnes. On ne peut pas compter les colonnes. Ce n'est pas un détail. Cela prouve que les images mentales ne sont que qualitatives. Elles ne sont pas quantitatives. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'image mentale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, ça veut dire qu'elles sont qualitatives. Disons qu'il n'y a pas de représentation, on ne peut pas se représenter un peintre qui aurait dessiné le Panthéon, il se comme si on le voyait. On ne peut se représenter le Panthéon. Sinon, ce serait de la voyance. On ne peut se représenter le Panthéon qu'à partir de ce que l'on en sait déjà. Oui, il a raison. Il n'apporte rien de plus. Parce que les images mentales, c'est pas qu'elles n'existent pas, elles sont strictement qualitatives. Sans avoir besoin de compter
Si je vois 2 pommes, je sais qu'il y en a 2. Si je vois 3 pommes, je sais qu'il y en a 3. Si je vois plus de 3 pommes, eh ben, je vais me dire, peut-être que je vais dire qu'il y en a 4, mais au bout d'un moment, je dirais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Alors là, j'ai une question. Il y a une exception, c'est les autistes qui restent. Ah voilà, les autistes. Il y a photographié. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais il y a Les beaucoup de autres ça. Asperger, c'est assez incroyable, parce que ça, c'est complètement, enfin, ce que tu dis là. Oui. Oui, il est exact qu'en effet, les autistes... Non, mais les autistes, c'est pour les autistes, les chiffres sont des images. Alors, L'image mentale et le sujet. oui, c'est que l'image, la perception que nous avons, j'allais y venir, la perception ce que nous apporte la réalité, j'allais embrayer sur Husserl, à partir de Husserl et de la perception que nous avons de la réalité, avant que nous n'adoptions la démarche scientifique avec Galilée, est strictement qualitative. Tout ce que nous savons de la réalité est qualitatif, y compris les nombres. Ça, c'est de toi ou c'est Pour moi, c'est une creux, ça. Non, c'est pas de. Ça, c'est de moi. Ce que dit Husserl, c'est ce que j'ai dit avant. Tu veux la citation exacte? Je me la suis imprimée. Mais donne la citation. allez, petit intermède, il faut que je retrouve la citation exacte. Mais bon, franchement, ça n'apporte rien par rapport à ce que je dis. Moi, je pense que tu auras une meilleure voix pour parler. Oh, ça va. Bon, ça va, vous avez envie que j'ai fini. Non, pas du tout. Voilà, ça y est, je le Husserl. Allez, on y va. Le geste de Galilée, c'est Husserl. Alors ça, c'est tiré d'un article intitulé « La crise de l'humanité européenne ». Où il fait remonter, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas lu le bouquin, la montée du nazisme. C'est marrant quand on pense que Husserl a été le maître de l'univers dans cette affaire. Il fait remonter la faute en est au départ à Galilée. Pourquoi? Parce que le geste de Galilée est à la fois découvrant et recouvrant. Il est découvrant parce qu'il ferait la voie à l'infinité des découvertes en physique, mais également recouvrant, car il recouvre le monde tel que nous l'éprouvons d'une mathématisation qui l'éloigne de nous et nous le rend étranger. Il y a un rapport avec le nazisme, ça. Oui, alors le rapport avec le nazisme est à mon avis assez alambiqué. Je n'ai pas lu le bouquin de Husserl et mon intention n'est pas de le lire. J'ai des trucs à lire avant. On peut tester tout de suite là déjà. Oui, sans ça, peut-être que Heidegger... Non, mais j'ai une hypothèse là-dessus. Je pense que Galilée, en fait, a introduit la pensée numérique pour remplacer la pensée symbolique dans l'étude de la nature, en gros. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le nazisme est une doctrine très matérialiste, le marxisme aussi. Mais moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Le nazisme a essayé de réintroduire la pensée symbolique dans une société qui avait été éduquée par la pensée numérique. Je crois que c'est plutôt le contraire. Oui, à l'appui de ce que tu viens de dire, il y a le fait qu'ils étaient... Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour tous les régimes dictatoriaux. C'est fou, ils font la part plus belle que le régime démocratique, qui pourrait être les démocraties les plus bourgeoises. Irrationnel. Absolument, irrationnel. Voilà. D'ailleurs, ça a commencé dans le Sturm-und-Drang du romantisme allemand. En réalité, la source du nazisme est dans le romantisme allemand. C'est le Sturm-und-Drang. Oui, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas trop mettre sur le dos. Oui. Ça m'embêterait que Goethe soit un vrai précurseur. Je connaissais Galilée pour le premier à avoir utilisé un principe relativiste. Oui, effectivement, c'est vrai aussi. Bon, là par contre, peut-être que ce sera dans le sujet. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est bientôt fini, puisqu'on arrive au XXe siècle. Quand même. Et là, quand même, à l'appui des... À l'appui des rationalistes, il y a autre chose. C'est 3 découvertes très importantes d'un point de vue épistémologique. C'est la découverte de Neptune par Le Verrier et un astronome grec. La découverte en 1932 et la même année le calcul qui prédisait la découverte de l'antimatière, de l'électron positif par Dirac.
et le boson de Higgs, le boson scalaire. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de péter le feu au concu, je vais m'en tenir au peu que je sais dans ce domaine. Là, on peut remarquer que dans le cas de la découverte de Neptune, on a bien une prédiction à laquelle la nature répond oui. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Et cette prédiction est faite à partir des objets mathématiques idéaux, et non pas de la réalité qui lui ressemble. Mais on pourrait objecter que la découverte de Neptune, au fond, ne crée pas une véritable rupture épistémologique. C'est une planète de plus. Vous savez déjà ce que c'était qu'une planète et ainsi de suite. Déjà, l'électron positif, ça obligeait à remettre en question ce dont on était sûr avant. On pensait que ça n'existait pas. Dirac se dit, ou bien j'ai un truc qui remonte le temps, ou bien j'ai un électron positif. Qu'est-ce que je choisis? Ah ben je choisis ce qui fait le plus d'antivariants, c'est d'invariants, parce que c'est plus beau. Mais c'est comme ça qu'on pense. Au départ, il pensait que c'était le proton. Les deux sont mauvais. Enfin, toujours est-il qu'il invente l'antimatière comme ça. Et voilà qu'on la trouve la même année, à deux reprises. Mais dans le cas du boson de Higgs, ça va encore plus loin. C'est la première fois qu'une particule, c'est la première fois qu'on vérifie l'existence dans la réalité de la nature, de ce que les physiciens appellent le champ scalaire. Bon, et je ne préciserai pas davantage, ça ce serait pété plus concu. Je suis sûr qu'à ma gauche, on va en parler de quoi. Le boson de Higgs a été effectivement prouvé et découvert en 1988, quelque chose comme ça, non? Il a été observé en 2015. Démontré en 2015 ou 2014. C'est récent. Non, mais il y a Démontré en 2015. on dit boson de Higgs, mais ils étaient trois. Il y avait Higgs, Brooks, Englert, et puis le il troisième. se trouve que le jury de Brooks, Englert et Higgs. Il y en a un qui est mort. Et... Alors, Brooks était un américano-belge, un américain naturalisé belge. Mais il est mort et le jury Nobel décerne ses prix à les vivants. Donc, je ne sais pas si les deux autres vont vérifier quelque chose à la note de Brooks, peut-être, j'en sais rien. Englert et Higgs se sont partagés. Il se trouve que Higgs avait en plus le bénéfice moral d'avoir donné son nom au boson scalaire. Parce que son nom est plus court, je pense. Les gens sont paresseux. Le boson d'Englert, oui, peut-être. Tu l'appelles un boson quoi? Un boson scalaire? Boson scalaire. Oui, Non, on le l'appelle champ comme ça. scalaire. C'est quoi un champ scalaire? On parlait d'une Une découverte. espèce de tenseur un peu à la manière de Riemann. Elle a été découverte à Non, mais ce qui est remarquable avec le boson de Higgs, Il est possible qu'il existe un boson de Higgs puisque ça correspond, mais en fait, c'est pas un objet simplement, ça correspond à la théorie, c'est tout, ça correspond à la théorie. On n'a pas fait une découverte physique. on l'a vu après. On l'a prouvé. On l'a observé en 2012. Bah oui. C'est pas une découverte physique. C'est pas une découverte a priori. C'est une découverte après une longue recherche. Non, c'est pas une découverte, c'est une confirmation du royaume. Alors ici, j'ai à la fois la cognition, j'ai compris la question, je vous la répète. Mais je pense que j'ai une réponse à la question. C'est la notion même de vérité scientifique. J'aurais voulu parler de Tegmark. Je voudrais remettre en cause l'idée que la compréhension passe par les mathématiques. La quoi là? Il n'a pas fait. Non, il n'a pas tout à fait. Désolé. On écoute Alain qui termine son exposé, s'il vous plaît. Après, on lance le débat. Des idéalistes, de Bergson et des impressionnistes et phénoménologues. Et là, évidemment, vous allez savoir. Sur le fait qu'il y a quelqu'un qui souscrit à cette objection. C'est Richard Feynman. Voilà, donc Feynman, c'est quelqu'un. Il dit, Je crois qu'il est plus fort que Einstein encore. l'efficacité des mathématiques interprétées devant une physique aboutir à des applications techniques qui confirment cette application vient peut-être en fait. Ah oui, c'est intéressant. Oui, ça vaut le coup que vous interrompiez, ça vaut le coup. C'est une idée originale que le Feynman vient
peut-être du fait, c'est son avis, peut-être, vient du fait que la physique a restreint ses ambitions. Elle se contente de considérer que n'est intéressant que que les questions qu'elle va poser à partir des mathématiques. C'est un peu aussi l'idée de Kant et c'est un peu aussi l'idée de Bachelard. Par contre, Kant et Bachelard ne disaient pas, eux, ce que dit Feynman, c'est que si les questions que nous posons à la nature reçoivent une réponse, c'est parce que nous ne posons qu'un petit nombre de questions. Il y a mieux, il y a même des cas où finalement les questions que nous posons reçoivent une réponse qui nous choque. Je m'explique. On a parlé des nombres irrationnels, auxquels Pythagore n'aurait pas souscrit, sûrement. Pas irrationnels. Imaginaire. Mais il y a aussi les géométries non euclidiennes. Il faut savoir que Euclide, dans certains de ses écrits, il distingue les propositions qui ont besoin du quatrième postulat. Et parfois il s'excuse de prendre la peine de démontrer pesamment certaines choses, mais il veut n'avoir qu'un petit nombre d'axiomes. Et le postulat d'Euclide, pourquoi est-ce postulat? Après tout, il faut l'appeler axiome d'Euclide pendant qu'il y est. Mais il trouve que c'est trop spécifique pour avoir droit au titre d'axiome. Il se dit, très probablement, ça j'en sais rien, je ne peux pas me sûr, mais il se dit très probablement, et toute l'histoire des mathématiques pendant les 20 siècles qui vont suivre le confirme, il se dit que probablement un jour on va arriver à le démontrer. C'est pour ça que c'est un postulat. Il n'en fait pas un axiome. Il pense qu'on arrivera à le démontrer. Oui, c'est une conjecture. C'était quoi le cinquième postulat? C'était sur des droites, là, c'est ça? Oui. Par un point d'une droite. Par un point, on peut mener une parallèle à c'est la définition de l'espace euclidien, en fait. Et voilà que, et lorsque quelqu'un, un colonel va créer la géométrie non euclidienne, la première géométrie non euclidienne, il essaie de voir ce que ça donne. Son but est de démontrer le postulat d'Euclide. Il n'est pas de créer une nouvelle géométrie. Il veut le prouver par l'axiome. Et manque de peau, non seulement la géométrie euclidienne, mais enrichie par les siècles qui ont suivi, ça colle. Il n'y a aucune contradiction. Il a donc créé un nouvel espace. Du coup, il y en a un autre, Riemann, qui va, lui, essayer le cas inverse. Par une droite, par un point, on ne peut mener aucune parallèle à une droite. Et lui aussi, il arrive à une géométrie qui marche. Et alors là, patatras, parce que Euclide, lui, aurait dit, oui, mais la vérité, c'est pas des vrais, c'est des élucubrations des autres, les géométries euclidiennes. La vérité, le monde réel dans lequel nous vivons, c'est le monde avec une parallèle. Non mais tu sais, le problème... Moi, je crois que le vrai problème que tu évoques, là, c'est l'audace. Mais attendez, j'ai pas fini. C'est que, que je dise pas de conneries, là cette fois-ci c'est bien en 1915 et non pas en 1905, il y en a un qui va arriver à la conclusion, depuis il est un peu remise en question à ce qui paraît. On en reparlera à la conclusion que l'espace dans lequel nous vivons, la matérielle dans lequel nous baignons, notre espace, c'est pas l'espace euclidien, c'est l'espace riemanien. On dirait pas comme ça. Bon alors depuis, les cosmologistes, les astrophysiciens, la dernière conférence d'astrophysique à laquelle j'ai assisté, il y a une astrophysicienne, en fait, c'est la seule connue en France, qui faisait, j'ai oublié ça, on l'a entendu. Ah non, oui, oui, oui. Et à qui j'ai posé la question, parce qu'on avait le droit de poser des questions à la fin de cette conférence, j'ai dit, mais quelle est la forme de l'univers? Parce que moi j'ai appris que c'était une hypersphère avec des irrégularités locales. C'est ce que j'avais appris. Comme la surface de la Terre est une sphère à régularité locale. Et elle répond, actuellement ce qu'on pense c'est que l'univers est plat. Plat au sens globalement euclidien. Avec des irrégularités locales.
c'est-à-dire l'étoile qui était derrière le Soleil qu'on a observée en 1929 avec l'éclipse, c'est toujours valable. Il y a bien une irrégularité non euclidienne locale. La masse déforme toujours l'espace, et une déformation de l'espace. Mais globalement, on ne peut plus dire qu'il est plus certain du tout que l'univers soit assez massif pour se recourber sur lui-même. Alors moi j'ai entendu, laisse-le finir. Hein? Non, mais attends, maintenant, j'en sais rien. Globalement, pour l'instant, à grande échelle. On évolue entre l'univers elliptique, à l'univers hyperbolique, Dire à que les l'univers... mathématiciens disaient que c'était de la topologie et que son centre était partout et nulle part. Et c'est lui qui l'a dit. Ah bah oui, peut-être ça, que Combe, il l'a pas tenu aussi. Ça, c'est de Pascal. C'est Pascal. Non, mais en termes mathématiques de topologie, pas de géométrie. La topologie se distingue de la géométrie. D'ailleurs, quelle est votre définition de la géométrie? Non, mais moi, ce que je crois, c'est que les quatre actions de Cauchy, c'est des actions rationnelles. Dans la mesure où on peut imaginer ce que peut être le rationnel. Alors que le cinquième postulat, qui était un postulat pas un axiome, il était d'origine expérimentale sans qu'il s'en rende compte. Parce qu'il vivait dans un univers euclidien, et puis il s'imaginait que c'était naturel. Et puis on a montré qu'au niveau cosmique, c'était pas naturel, qu'il y avait plusieurs hypothèses. Bon, donc il y avait quand même une différence. Il a eu raison, C'est presque fini. Laissez-le finir. Oui. Il y en a un. Je ne vous ai pas parlé de Spinoza. Ah, Et ça m'embête, parce que c'est mon philosophe préféré, comme pour Einstein d'ailleurs. C'était aussi le philosophe préféré d'Albert. Bon, lui il a une idée, lui non plus, il ne s'est pas, comme pour Platon, il ne s'est pas posé la question réellement. Mais quand même, il dit explicitement, c'est dans le petit faute de lecture, dans le livre 7, je crois, de l'éthique, je parierais. Bon, enfin c'est dans l'éthique. Alors, je le sais parce que je l'ai lu en 2009. L'ordre de la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre de la connexion des choses. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la même chose. La conscience et la matière sont deux aspects, deux attributs, Spinoza, d'une même essence, d'une même réalité. Spinoza dit la pensée est l'étendue. Je pense que s'il s'exprimait en termes modernes, il dirait la conscience et la matière. Mais en fait, c'est la même chose. les Chinois... Oui, non, les deux. La conscience et l'étendue. Et les deux sont deux aspects distincts, différents, deux attributs. Comme n'importe quel objet a à la fois une couleur et une forme. Les Chinois diraient l'intérieur et l'extérieur. Je crois que c'est plutôt dans ou encore, oui, le fait d'avoir un intérieur et le fait d'avoir un extérieur sont... Bon. Spinoza dit quelque part que Dieu, alors quand il dit Dieu, il a une conception de Dieu qui est compatible avec l'athéisme. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit compatible qu'avec l'athéisme. Je prends l'anthéisme. C'est une interprétation. Mais ce que dit Spinoza, et ça me paraît raisonnable de dire ça, Dieu a une infinité d'attributs. Et nous, êtres humains, nous percevons d'eux la pensée défendue. Si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu? Non, Dieu Il n'y a pas de création. Chez Spinoza, Dieu est l'univers. Bon, allez. Et on pourrait dire autre chose, c'est que chez, non pas un philosophe, mais un physicien, comme il s'appelle Stephen Hawking. C'est qui? Stephen Hawking. Il n'y a pas à se demander comment l'univers a commencé, puisque le temps fait partie. Oui. Le temps fait partie de l'univers. Il a une conception de l'univers sous la forme, comme non pas l'hypersphère, mais de l'hyper-hypersphère. C'est une conception relativiste, mais pas quantique. On ne peut pas faire la jonction à partir de C'est là. pas... ça n'entre pas en conflit, ça ne se fait pas. Oui, mais ça C'est fini là ou pas? Bon, et je voudrais juste, attends, je termine. Il y en a un qui a proposé une idée originale. Alors c'est peut-être que Jacques aura l'occasion d'en dire deux mots de plus que moi. Moi je l'ai connu que récemment celui-là. En préparant cet exposé, j'ai fait connaissance de l'édition de ce type-là. C'est un américano-suédois qui s'appelle Max Tegmark, qui commence à être très connu, TEG et Malaka. Les multivers. Alors, pas seulement. Son idée, pour rester dans notre sujet, c'est que la raison pour laquelle
Il répond, lui, par contre. Il est a posteriori, il est encore en activité. Je veux dire, je sais pas, il a même 50 ans dans le tard. C'est donc un physicien du 21e siècle. Et ce qu'il dit, c'est que l'univers physique est fondamentalement d'essence, il retrouve Pythagore, mathématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à chercher autre chose que des lois mathématiques. Par exemple, de quoi sont faits les matériaux, de quoi est faite cette tasse, elle est faite de molécules, de quoi sont faites les molécules d'atomes, de quoi sont faits les atomes de particules, de quoi sont faites les particules, pour certaines d'entre elles, de quarks, de quoi sont faits les quarks. Alors il y a une théorie, c'est des cordes qui vibrent, et bien, de quoi sont faits les cordes éventuellement, ou même, soit ça se continue dans la physique en première, soit c'est fait de rien. L'essence fondamentale du monde est mathématique. À la fortiori, alors Alain Kohn est plutôt platonicien. C'est plus simple que le phénoménologiste, parce que c'est-à-dire qu'Alain Kohn est dans ce cas-là un platonicien qui nie l'existence même du monde sensible, sauf sous forme d'illusion. Non, il dit l'univers des mathématiques et le monde réel, c'est la même chose. Enfin bon, c'est des façons de s'exprimer, mais pour moi, non, c'est la même chose, en ce sens que, au bout du compte, ce dont est fait la matière, c'est de la mathématique. Avant que les particules sont des vibrations de corps. C'est terminé. Bon, ça va. Il n'est que 20h, c'est bon. Très bien, merci Alain. Et Michel, si tu veux dire quelque chose avant de partir. Non, ça va être Jacques. Ah bah oui, je veux bien que ce soit Jacques qui le fasse, mais... Juste une question.